C'est un troisième challenge de la visualisation de données. Cette fois-ci, c'est plutôt l'attention et notre capacité de concentration. Parce que tout ce que je viens de vous montrer, ce sont des choses très intéressantes, mais qui vous demandent beaucoup de concentration. Et peut-être que l'étape d'après les interactions actives, comme celle qu'on vient de voir, c'est les interactions passives, voire même l'absence d'interaction. Alors ici, on va parler d'interfaces ambiantes. Les interfaces ambiantes, en fait, c'est des interfaces qui s'intègrent assez harmonieusement dans notre environnement. C'est des choses qui ne demandent pas beaucoup de concentration. On passe devant comme ça, un peu sans le voir. Ça nous amène de l'information. C'est contextualisé selon le lieu, le moment. Donc c'est des interfaces qui sont assez discrètes et qui nous apportent de l'information au cœur de notre quotidien. Donc, en fait, ça peut servir à plusieurs choses. Là, vous voyez un exemple dans une dimension très expérientielle. C'est un projet que nous avons réalisé pour la Cité des Sciences qui consiste à montrer l'actualité dans le monde du jeu vidéo sous la forme d'un paysage composé de planètes avec des petits satellites qui évoluent. Donc l'idée ici, c'est de ne pas justement solliciter trop l'attention des visiteurs, mais juste d'avoir quelque chose dans le paysage qui leur montre l'actualité. Ça peut servir aussi à d'autres choses, et par exemple, ça peut changer un peu l'architecture de nos villes. Cette fois-ci, dans une logique plus informationnelle. Si on imagine que nos grands supports, nos grands bâtiments, les murs, les différentes surfaces urbaines peuvent devenir des supports d'information qui se remettent à jour en permanence, et qu'on va comme ça regarder d'un coin de l'œil, c'est dans notre attention périphérique. Et ça va continuer à nous apporter de l'information, à traiter des plans, nous amener à nous confronter aux données. Donc là, on a un projet de gare en Pennsylvanie. Donc c'est des projets architecturaux, c'est des prototypes. Ou ici, à San Francisco. Et puis, ça peut aussi avoir une dimension un peu plus émotionnelle. Et donc là, par exemple, c'est un projet qui s'appelle Serenity. C'est un projet qui va montrer l'état de notre maison. Et à la différence de tout un tas d'objets connectés avec des petits cadrans et plein de chiffres dessus pour vous donner la température, la consommation d'électricité, l'heure, etc., la météo, ici, le parti pris, c'est de faire un objet qui s'intègre harmonieusement dans notre maison. Un dispositif qui soit calme, qui soit serein, qui nous donne à voir l'état de notre maison, et sans être envahissant, en étant très esthétique. Donc voilà des interfaces ambiantes, des interfaces qui mobilisent notre attention périphérique pour nous apporter de l'information. Et le dernier exemple que j'aimerais prendre, cette fois-ci, c'est plutôt un enjeu de recommandation. Parce que finalement, tout ça, c'est très bien. On peut jouer avec les données, on peut les visualiser, interagir avec, les avoir dans notre attention périphérique, mais il y en a toujours beaucoup. Et donc, peut-être que l'étape d'après, c'est justement que ce soit plus à nous de faire le travail de traiter, d'analyser les données, mais que des dispositifs intelligents le fassent pour nous. Donc ici, on voit un exemple de dispositif intelligent, par exemple, le thermostat intelligent Nest. C'est un thermostat qui va apprendre tout seul avec différentes données, donc il va regarder nos habitudes d'habitat de notre maison, quand est-ce qu'on est là, quand est-ce qu'on n'est pas là, quand est-ce qu'on augmente la température, quand il y a plus de monde, est-ce qu'on la diminue, etc. Et il va assimiler toutes ces informations pour qu'on n'ait plus besoin, justement, de gérer les données de température et qu'il adapte la température tout seul. C'est-à-dire que là, les systèmes intelligents vont nous éviter d'avoir à nous concentrer sur l'analyse des données. Et puis, donc, ça peut concerner notre maison. Donc, comment est-ce qu'on va mieux maîtriser notre maison grâce à ça, mais aussi notre corps humain. Et donc, il y a des solutions comme par exemple Modwell, qui sont des capteurs qui vont nous montrer comment on fait nos mouvements, est-ce qu'on fait des bons mouvements, et qui vont nous aider à rééduquer notre corps pour faire des meilleurs mouvements, meilleurs pour notre squelette. Ça s'applique aussi à des dispositifs plus proches de la santé médicale, avec tout un tas de capteurs, comme par exemple sur cet exemple-là, une sorte de petit bilan de santé grâce à des capteurs qui vont nous enseigner des choses sur nous et nous apprendre à mieux habiter notre corps. Donc, comme vous le voyez, on a évolué du monde, de la ville, on est rentré dans les maisons pour arriver jusqu'au corps humain. Et c'est là où normalement vous commencez à avoir peut-être un petit sentiment d'inquiétude, parce que plus ça va, plus on se rapproche de l'humain, et finalement on peut avoir la crainte que ces dispositifs, ces algorithmes ne finissent par avoir une influence sur nous et finissent peut-être par manipuler l'information qu'ils nous donnent, par se déréguler, ne plus être correct, etc. Et c'est pour ça que le cinquième challenge des interactions en données est le plus important et le plus intéressant, c'est la confiance. Comment on crée des systèmes qui nous donnent confiance dans les données. Parce qu'on ne peut pas vivre avec des objets connectés qui se comportent comme des boîtes noires, on ne peut pas continuer à avoir autour de nous tout un tas d'algorithmes qui sont totalement opaques. Il faut designer des systèmes qui nous permettent d'avoir confiance. Et voilà pourquoi il est important qu'on puisse comprendre, donner du sens aux données, voilà pourquoi il est important qu'on puisse prendre la main sur les données, voilà pourquoi il est important qu'on sache sur quoi concentrer notre attention, voilà pourquoi il est important qu'on sache utiliser ces données pour améliorer notre environnement, et surtout voilà pourquoi il est important que ces dispositifs qui utilisent ces données
soit transparent, qui soit réversible. Et ça, c'est une conclusion très importante, parce que ce n'est pas uniquement les humains qui sont en train de faire évoluer leurs interfaces pour s'adapter aux données, c'est aussi les données et les interfaces qui sont en train de changer les humains. Parce que ces dispositifs, ils vont forcément induire des gestes, des postures, des idées. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça m'a fait prendre conscience que mon métier, ce n'est pas uniquement de construire des interfaces pour aider les gens à mieux communiquer avec les données, à mieux travailler avec les données, à mieux comprendre les données. Mon métier, c'est aussi de designer des interfaces qui vont rendre les humains plus conscients, plus capables